Bonjour Yves Avivou. Oui, bonjour. Alors même si tu es connu des habitués d'Arte, de France 24, de RFI, de Jeune Afrique, d'Afrique 21, du Monde, du Nouvel Obs, j'en oublie, Oui, la croix, la Croix. l'humanité. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, me présenter peut-être par rapport au sujet qui t'intéresse. Voilà, donc je suis. Pas forcément, hein, c'est toi qui dessines. Ah. Localement, je suis un citoyen villefranchois, quoi, qui habite sur ce territoire depuis une quarantaine d'années. Voilà, je suis engagé dans pas mal de choses, politiquement, au niveau associatif, culturellement, etc. Voilà, mais je crois que si on est ensemble ce matin, c'est pour que je te parle de mon lien avec le massacre de Thiaroye, qui est une banlieue de Dakar. Et je suis le fils d'un tirailleur sénégalais qui a échappé au massacre. Voilà. Et qui a été condamné à 10 ans de prison pour une soi-disant rébellion contre l'armée française. Voilà. Je dis soi-disant parce que c'était la justification de l'armée française pour justifier ce massacre, mais j'imagine qu'on va peut-être rentrer dans les détails. Oui, l'idée c'est un peu que tu nous racontes cette histoire, donc peut-être pas remonter au début des tirailleurs sénégalais, peut-être qu'on y reviendra après, mais plutôt l'histoire de ton père en fait, comment ton père s'est engagé au sein de, je ne sais pas comment ça s'appelait militairement, on disait les tirailleurs sénégalais, mais je ne sais pas si c'est pas un détachement, enfin je ne sais pas quel est le terme militaire pour dire ça, c'est pas une armée non plus. Alors, je risque pas de te faire l'histoire des tirailleurs, ça je vais laisser les historiens le faire. Ce que je sais, ce que j'ai appris par les historiens, c'est que c'est un corps d'armée qui a été élaboré mis en place par la France coloniale pour l'aider à faire ses conquêtes coloniales. Et malheureusement, si on parle du massacre aujourd'hui, et qu'on déplore le sort des tirailleurs, etc., pour X raisons, les raisons du massacre, mais il y en a plein d'autres, dans certaines parties du monde, ils ne sont pas particulièrement appréciés, parce que c'était le bras armé de la France coloniale, et le bras armé aussi d'autres massacres. Voilà, l'histoire est complexe. Quelle partie du monde? Je pense à Madagascar, par exemple, je pense au Maghreb. Voilà, il y a d'autres parties en Afrique où ils sont intervenus aussi assez brutalement, mais bon, l'endroit le plus connu c'est Madagascar. Hein. Je crois qu'il y a eu 200 000 morts. Ils n'en sont pas les seuls responsables, mais ils faisaient partie des forces coloniales qui ont perpétré ce massacre. Mais ça, donc, c'était plutôt au XIXe siècle, quoi. Ça, c'est après, c'est la période post-coloniale, enfin, soi-disant post-coloniale. Ah d'accord, parce qu'il y a aussi la période avant les Premières Guerres mondiales. Je ne suis pas compétent pour en parler. D'accord. Moi, mon histoire, elle commence quand j'avais, je l'ai située entre 5 et 10 ans, hein, voilà, je ne sais pas, peut-être 7 ans. Voilà. Et mon père, un jour, m'a raconté ce qui lui était arrivé en décembre 1944. Et c'est assez étrange parce qu'il me l'a raconté qu'une fois. Il ne l'a raconté à personne d'autre dans la famille, on est 7 enfants vivants. Et j'ai pu, genre 20 ou 30 ans après, une vingtaine d'années après, ou 30 ans après plutôt, j'ai pu me rappeler une bonne partie des choses et vérifier avec les archives et les historiens ce qu'ils m'avaient dit, c'est-à-dire faire un lien entre mes souvenirs et ce que je pouvais découvrir dans l'histoire, voire dans les archives. Voilà. Juste, il est décédé, tu avais quel âge? Il est décédé en 81. Donc tu avais? J'avais pas tout à fait 30 ans. Voilà, il y a très longtemps. J'en ai aujourd'hui même, 73. Ouais, bon anniversaire. Merci. Et donc ce qui m'a dit que j'ai raconté des dizaines de fois, et, 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 je dois prévenir les auditeurs qu'aujourd'hui, quand je raconte,
J'essaye de trier ce dont je me souviens, mais ceci dit, la mémoire est ainsi faite que à mes souvenirs se sont agglomérées des choses que j'ai découvertes par la suite ou qu'on m'a racontées. Voilà. Et voilà. Donc, mais ce que je veux dire est cohérent avec l'état des connaissances sur ce massacre. Alors, ce qu'il m'a raconté, alors c'est plein de petites bribes que j'ai reconstituées par la suite. Excuse-moi, est-ce que tu arrives à te souvenir qu'est-ce qui a déclenché finalement qui te raconte cette histoire? Je n'ai aucun souvenir. Non, c'est bon, ok. D'une part, je n'ai aucun souvenir de ça, et d'autre part, je crois, ce que je me souviens, non, ce que j'ai compris par la suite, parce que à l'âge que j'avais, j'en ai évidemment rien fait, mais même plus tard, pendant très longtemps, je crois qu'inconsciemment, j'ai évité de penser à ça. Alors que 5 ou 6 fois, je vais te donner les événements, l'histoire m'a rattrapé. Donc je suis reparti, et je suis rentré dans une forme de recherche, mais dès que j'ai pu, j'ai essayé de m'y échapper, et parfois il y a 1 an, 2 ans, avant que je m'occupe à nouveau du sujet, etc. Voilà. Là, par exemple, je suis rentré de Dakar, où j'étais invité par le gouvernement sénégalais au 1er décembre pour les commémorations du 80e année. J'ai interpellé le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Normalement, depuis décembre, j'aurais dû déjà me mettre en route pour retourner en cassation, ce que j'ai fait en 2013. Bon, mais j'ai strictement rien fait, quoi. Voilà. Parce que ça me pèse, parce que quand je regarde les mails sur l'affaire, j'ai 2000 mails. Ça fait 25 ans que je porte ce truc et que, bon, voilà. J'ai envie aussi de faire autre chose, de vivre autre chose que de passer mon temps dans les plaidoiries, les affaires juridiques. La cassation 2013, ça m'a pris 2 ans, quoi. 2 ans de boulot, quoi. De monter à Paris, de négociations, de discussions, de recherche, en fait, voilà. Donc c'est du lourd, et en plus c'est émotionnellement très lourd. C'est ce que j'ai découvert, et c'est peut-être pour ça aussi que je me suis débrouillé pour ne jamais y penser, jamais m'occuper, parce que quand on m'a commencé à me demander, c'était, je ne sais plus, dans les années 2010, 2011, à témoigner dans des colloques, etc. Je commençais à raconter, puis je me suis mis à pleurer, quoi, au milieu devant 300, 400 personnes, et j'étais totalement surpris de ce qui m'arrivait, parce que je n'avais pas du tout réalisé que ça m'avait touché quelque part, quoi. Voilà. Et j'ai encore beaucoup de mal, quand j'en reparle, à contrôler mes émotions sur ce truc-là, alors que ça s'est passé, on l'a raconté il y a plus de 60 ans, et le truc s'est passé il y a 80 ans. Ce que je sais, ce que je porte aujourd'hui, c'est un énorme sentiment d'injustice. Parce que quand il me l'a raconté, il me l'a pas. Son comportement n'était pas triste ni en colère. Je pense même qu'il était souriant. Comme quelqu'un qui raconte une bonne histoire dont il s'est sorti, quoi. Voilà. Et mais en même temps, je comprenais que c'était complètement tragique et complètement injuste, quoi. Et avec le recul, je me dis que c'est peut-être pour ça que ça a produit une forme de blocage chez moi, parce que j'ai vraiment pas su quoi faire de ces 2 informations. D'une part, d'un côté relativement sereine, et de l'autre côté, donc sereine, je pense qu'on était dans les années 60. Les événements sont passés en 44, donc il y a eu quand même le temps, quoi. Et puis en même temps, une histoire absolument insupportable, quoi. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il m'a raconté? Attends, est-ce que tu as je sais pas, t'as des hypothèses ou peut-être des éléments qui te permettent d'expliquer pourquoi il te l'a raconté si tôt finalement? Parce que on pourrait se dire un événement comme ça, on va plutôt le raconter peut-être à un adolescent ou voire à un adulte, mais à un enfant si jeune. Je n'ai pas de souvenir là-dessus. Ok. Aucune explication, vague d'éléments de contexte. Je pense qu'on était dans la salle à manger, mais j'en suis même pas sûr. Où j'étais, pourquoi il m'a raconté ça. Non, franchement, là, j'ai okay. Donc, vas-y, je te laisse raconter. Alors, plusieurs choses qu'il m'a raconté. Donc, je dis en vrac, parce que je raconte toujours comme ça. Là, ce qui me vient à l'instant, parce qu'il y avait des choses dans son récit dont j'étais assez fier. Par exemple, il me dit, au moment d'être rapatrié, donc j'ai appris bien plus tard que c'était à Morlaix, etc. Ça, je ne savais pas à l'époque. On avait entendu que certains bateaux qui étaient affrétés par la France
ou mobilisés par la France étaient en tel mauvais état que certains bateaux n'arrivaient pas à Dakar. Je me souviens de ça, précisément. Et quand tu dis la France, c'est l'armée française en fait. L'armée française, l'armée coloniale. Et il me dit, nous sommes allés voir les Américains. Donc, dans ma petite tête d'enfant, je dis, ah ouais, mon père va voir les autorités américaines, incroyable. Et on leur a demandé d'affréter un bateau pour nous ramener. Alors, il n'est pas parti sur un bateau américain, je l'ai appris plus tard. Il est parti sur un bateau anglais, qui s'appelle le Circassien. Bon. Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est mes souvenirs qui sont biaisés, ou est-ce que c'est lui qui s'est trompé, voilà. Parce qu'il me parlait des marines, quand même. Parce que quand ils sont arrivés à Dakar, ils étaient habillés avec des uniformes de marine, qu'on leur avait donné l'armée américaine, paraît-il. À moins que ce soit l'armée anglaise, qui travaillait en collaboration avec les Américains, qui les avait habillés avec des marines. Voilà. Donc ils n'étaient pas en habit de tirailleurs. Ils n'étaient pas en habit de tirailleurs, et la première chose qu'a fait l'armée coloniale, c'était de leur demander d'enlever ça, et de remettre les habits coloniaux, que tout le monde connaît, qui sont du style Yabon, Banania, voilà, pour ceux qui se rappellent. Oui, je ne sais plus comment s'appelle la coiffe rouge là. L'espèce de chécha, là, je ne sais pas comment on appelle ça, la coiffe, et puis on le voit dans le film de Sam Ben Ousmane, des frocs, quoi, des vieux vêtements, voilà, alors qu'ils étaient très fiers de leur... Ils étaient très fiers de leurs vêtements militaires des marines qui étaient. Voilà. Et donc, bon, ça, je me suis dit, moi j'étais assez fier, mon père, il n'est pas d'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'histoire de la rébellion armée, moi, elle ne m'a pas dérangé. Quoi. Elle ne m'a pas dérangé jusqu'à temps que je regarde les faits, qu'on m'informe et que je me dise que c'était strictement impossible qu'ils aient des armes. Après tout le parcours qu'ils avaient fait, on pourra revenir là-dessus. Donc, ça, c'est un des éléments. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme élément? Le fait que, arrivé à Dakar, alors est-ce qu'à l'époque j'avais Tiaroy en tête? Quand j'étais gamin, je crois pas. Je crois que c'est peut-être plus tard que je l'ai eu. Enfin, je sais plus. Et est-ce que avant ça, tu pourrais quand même rappeler son parcours avant d'arriver sur ce bateau finalement? Donc il est engagé dans les tirailleurs sénégalais. Donc il a combattu auprès de l'armée française. Alors, il n'était pas engagé dans les tirailleurs sénégalais. Moi, ce que j'ai compris de l'histoire de mon père. Et ça fait partie des choses qu'il m'a dit. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il est né au Togo. En tout cas, j'ai des documents qui disent qu'il est né au Togo, mais j'ai plusieurs documents de l'administration française, certains qui disent qu'il est né au Bénin, qui s'appelait le Dahomey à l'époque, et d'autres qui disent au Togo. Et assez curieusement, c'est dans son dossier militaire que j'ai trouvé une pièce qui dit qu'il est né au Togo. J'aurais jamais dû trouver cela dans son dossier militaire, pour la bonne raison que la France, suite à la guerre de 14, n'avait pas le droit de mobiliser des Togolais contre l'Allemagne. Ça faisait partie de l'accord, quand l'Allemagne a perdu le Togo et le Cameroun. Et donc, ils n'auraient jamais dû mettre ça dans son dossier militaire, parce que bon, voilà. Par contre, j'ai d'autres pièces. Alors, j'ai plusieurs dates de naissance de mon père. Donc, on voit bien. Alors, est-ce que c'est d'où ça vient? Est-ce que c'est lui qui a essayé de trouver des arrangements pour, je sais pas, accéder à certains droits, ou est-ce que c'est l'armée française? Moi, mon hypothèse, c'était qu'il n'était pas le seul Togolais à être voilà. Et donc, comme il avait l'Afrique, cette partie de l'Afrique a été coupée en plusieurs morceaux. Hein. Il y avait une partie qui a été donnée aux Anglais, qui s'appelle le Ghana. Le Togo était aux Allemands et c'est les Français qui l'ont pris. Le Dahomey, c'est les Français. Ma famille, elle est dispersée sur toute la côte. Voilà, elle relève d'une ethnie, si on peut appeler ça comme ça, qui s'appelle les Évés. Voilà, donc ils ont des langues communes qui va quasiment presque du Nigérien jusqu'au Ghana. Et mon grand-père, lui, sa famille est de Porto Novo, qui est l'ancienne capitale administrative du Dahomey, aujourd'hui le Bénin, et ma grand-mère est de Agbo Brafo, qui s'appelait avant Porto Seguro, qui était un endroit où les esclavagistes portugais venaient se réfugier quand la mer était port sécurité, quand la mer était dangereuse. Et ma grand-mère, voilà. Donc, en fait, notre famille allait entre les deux, et bon, moi, je ne me suis jamais trop préoccupé de ça. J'ai longtemps pensé qu'il était né au Dahomey, puis finalement, j'ai compris qu'il était né au Togo, etc. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les tirailleurs sénégalais n'étaient pas tous sénégalais, quoi. Alors, en fait, dans les tirailleurs sénégalais qui ont combattu en 1944, il y en avait très peu qui étaient sénégalais.
parce qu'il y avait toute une compagnie, on le voit plus tard au moment du massacre, il y a une compagnie qui arrive de Saint-Louis, ce sont des tirailleurs qui n'ont jamais fait la guerre. Voilà. Pas plus d'ailleurs que les coloniaux français qui étaient à Dakar, qui étaient bien planqués à Dakar. Voilà. Alors, ce que mon père m'a dit, c'est il avait une ambition, c'était de devenir chauffeur dans l'administration française. Et pour devenir chauffeur, on a exigé de lui qu'il fasse son service militaire. Donc il s'est effectivement engagé dans l'armée française, mais ce n'était pas les tirailleurs sénégalais, c'était l'armée française. Voilà. Et après, il a été, au moment de la mobilisation, il a été monté dans l'outil qui servait à la France de mobiliser toute l'Afrique occidentale française. Hein, c'est 15 pays. Et ça existe encore aujourd'hui à travers le CFA, le franc CFA, dont on sait que les billets sont édités à Clermont-Ferrand, et dont les fonds de compensation, c'est-à-dire la caisse principale, est dans le trésor public français encore aujourd'hui. Juste pour dire que la décolonisation n'a jamais eu lieu. Donc pour revenir à mon père, alors après moi j'ai pas trop d'informations personnelles. Les historiens en savent plus parce qu'ils ont étudié son parcours militaire. Il a été mobilisé comme tous les Africains à ce moment-là. Alors, il n'a pas été mobilisé de force. Certains l'ont été. Certains Africains, tu veux dire? Certains. Parce que je sais que les Indochinois, ça a été le cas, par exemple. Certains Africains l'ont été, certains Béninois l'ont été. Il y a eu des recrutements forcés. On en trouve les traces dans les archives. Alors, les techniques, c'était de corrompre les chefs de village. On leur demandait de désigner un certain nombre. Donc, chaque village devait fournir un certain nombre de gens. Alors, il y avait certainement certains qui pensaient que ça pouvait être intéressant de faire l'armée, d'avoir des avantages, parce il y avait quand même une espèce de promesse de décolonisation, quand même. Parce que, oui, je ne sais pas si tu l'as dit, mais on parle de la mobilisation pour la Seconde Guerre mondiale ou pour la Première Guerre mondiale, non, pour la Seconde. On parle bien de la Seconde Guerre mondiale, puisque les événements se sont passés en 1944. Oui, mais en fait, il s'est engagé à peu près, tu sais... Alors, non, je ne sais pas exactement les dates, j'ai pas... Alors, quelques années avant. Je suis très mauvais sur les dates, donc il faudra voir avec mon fils qui fait un documentaire sur le sujet, et lui qui a beaucoup plus travaillé sur les dates, mais moi, les dates, c'est vraiment pas... Voilà. Et donc, ce qu'il m'a dit d'autre part, c'est que quand ils arrivent à Dakar, ils ont un problème pour récupérer leurs arriérés de sol. Attends, là tu sautes des épisodes. Donc il est mobilisé, donc du coup il va en France métropolitaine. Il combat auprès des forces françaises, enfin au sein des forces françaises. Et ensuite alors il combat, donc j'ai cru comprendre qu'il combattait à l'est de la France, puisqu'il a été fait prisonnier en Haute-Marne, à Méricourt, je pense. Et ça aussi, ça a été une grande confusion pour moi quand j'étais gamin, parce que j'avais vaguement compris qu'il avait été fait prisonnier là-bas, mais dans ma tête, je gardais qu'il avait surtout été dans quelque chose que je n'appelais pas un front de stalag à l'époque, parce que je n'avais pas l'info, mais qui s'avère être un front de stalag, qui est un endroit où les Allemands gardaient leurs prisonniers, notamment indigènes, puisque c'est le terme qu'on utilisait, et qui se trouvait au camp de la Marne. Et le camp de la Marne se trouve à Rennes, en Bretagne. Donc ça a généré beaucoup de confusion dans ma tête, jusqu'à moment où, avec mon fils, on commence à faire des recherches, on découvre que c'est en Bretagne. Et ce qui explique pourquoi, d'ailleurs, quand on était gamin, mon père allait souvent en Bretagne, parce qu'il allait voir, en fait, la famille d'anciens collègues de guerre. En fait, ça, je l'ai compris il y a très peu de temps. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les Allemands ne voulaient pas avoir de prisonniers de couleur sur leur territoire. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé aux Français, c'est ça Alors, il y avait plusieurs choses. Ils avaient été, paraît-il, donc ça, c'est pas mon père qui m'a raconté, c'est des historiens, échaudés suite à la guerre de 14, puisque les prisonniers africains avaient connu les femmes blanches, avaient fait des métisses, et ça, pour l'Allemagne nazie, c'était juste insupportable. Donc ils n'avaient pas du tout envie de répéter ça. Donc ils se gardaient bien de garder les prisonniers en Allemagne. Ils les envoyaient en France. Et en France, cerise sur le gâteau, il faut quand même savoir que au moment du front russe de Stalingrad,
où les Allemands avaient besoin d'officiers. Il y a eu un deal entre l'armée allemande et l'armée française d'échange d'officiers. Et c'est comme ça que dans certains fronts Stalag, je ne sais pas pour celui où était mon père, c'était des officiers français qui géraient les camps de prisonniers de l'armée française. De l'armée française. Ce qui était assez incompréhensible. On était sous la France de Vichy en même temps. On était sous la France de Vichy. Mais voilà, c'est quand même intéressant de voir la complicité des choses. Bon, quand on entend les discours sur les bienfaits de la colonisation, il faut quand même que les gens se rendent compte qu'est-ce que c'est que la colonisation. Donc, pour revenir à mon père, donc je comprends, il me fait comprendre qu'il fait partie des gens qui sont allés voir les dirigeants. Donc j'ai su plus tard que c'était le général Dagnan, pour négocier avec eux un certain nombre de choses. Donc à l'époque, je n'avais pas les détails. Mais... Attends, excuse-moi encore. Avant ça, il me semble qu'il s'échappe du camp, non? Oui, tu as raison. C'est quand même important. Alors, il s'échappe du camp, oui. Et ça, il m'en a parlé. Et après, il va combattre... Plusieurs choses. Oui. Dans le camp, comme il était togolais, au Togo à l'époque, dans les écoles, on apprenait le français, mais on apprenait l'allemand aussi. Donc il avait des bribes d'allemand. Et grâce à cet allemand, il a réussi à se faire nommer, parce que les Allemands avaient besoin d'interface pour faire l'intendance, aller chercher les vivres. Voilà. Et donc il avait réussi à trouver une fonction avec un officier allemand, je crois, pour aller à l'extérieur faire les achats. Ce qui lui a permis de nouer des relations avec des Français, et notamment avec des Françaises. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que je fais une petite digression. Armelle Mabon, qui est une historienne, maître de conférence, qui travaille depuis 25 ans sur le sujet, et qui m'a sollicité il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, avec qui on a pas mal travaillé, est une ancienne assistante sociale. Et bretonne, je crois, non? Et bretonne. Voilà. Et elle a commencé ses recherches parce que elle lisait des choses qui disaient que les assistantes sociales avaient plutôt collaboré avec les Allemands, et ça lui déplaisait par rapport à son métier, l'éthique de son métier. C'est quelque chose qui l'a gratté, qui l'a dérangé énormément. Donc elle a creusé le sujet, et en fait, son sujet, elle en est arrivée à inverser les choses. Elle s'est aperçue que parmi les assistantes sociales de l'époque, ou des gens qui faisaient ce genre de métier, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça, il y avait plutôt pas mal de gens qui avaient aidé, notamment les tirailleurs. Et alors, est-ce que mon père avait des marraines de guerre? Ça, il m'en a parlé. Moi, j'ai dans mes archives personnelles des courriers des marraines de guerre qui demandent à Vincent Auriol la grâce de mon père, etc. Ça, c'est après, donc. C'est après. Ouais. Mais juste pour dire que les choses se vérifient. Voilà. Et donc, il m'a effectivement parlé de ça, du fait qu'il s'était échappé. Et qu'il avait trouvé ensuite du soutien en Bretagne. Voilà. Alors, qu'est-ce que je sais de cette époque? Et qu'il avait rejoint les forces françaises de l'intérieur. Voilà. Donc la résistance. Alors, un des mouvements de résistance, il y en avait plusieurs. Sur cette question-là, moi je suis allé dans les archives à Rennes pour essayer de trouver des choses. J'ai rien trouvé sur son appartement aux forces françaises de l'intérieur. Ceci étant dit, son meilleur ami, Armelle Mabon, m'a fait découvrir. J'ai notamment rencontré la fille de son meilleur ami. Et je pense que c'était chez sa maman que nous allions quand on était très jeune, on avait une dizaine d'années, on allait en Bretagne. Doudou Diallo, qui plus tard a été le président des tirailleurs sénégalais à Dakar. Son meilleur ami avait un titre de maréchal des logis qui avait été délivré par les forces françaises de l'intérieur. Et quand on regarde leur parcours, ils sont ensemble à Méricourt. Quand ils sont faits prisonniers, ils sont ensemble sur le camp de la Marne, ils sont condamnés ensemble. Donc leur parcours est totalement parallèle. Et sa fille m'a envoyé, il y a une dizaine d'années je pense, une carte postale de ma mère qui souhaitait bon anniversaire, une bonne année à ses parents. Donc ils sont restés liés après la guerre. Donc moi j'ai la conviction que ce qu'il m'a dit
qui a bien sûr été totalement dénié par le tribunal spécial des forces armées, Pas rien. était vrai. Enfin, en tout cas, tout ça, c'est très cohérent. Quoi, voilà. Donc, je sais effectivement qu'il était là-dedans. Je pense qu'en termes de souvenirs, c'est à peu près tout. Le reste, je l'ai découvert plus tard, parce que je suis allé aux archives militaires pénales, qui se trouvent au Blanc. C'est une ville à côté de Poitiers, dans laquelle il y a les archives depuis l'époque où il y a des archives. Je crois que ça a monté peut-être 15e, 16e ou un truc comme ça. Tous les militaires qui ont eu affaire au droit militaire, il y a leur dossier dedans. Donc il y a le dossier de mon père. Et j'ai été absolument sidéré de trouver dans son dossier tous les éléments qui prouvaient que ce qu'il disait était vrai, quoi. Donc, par exemple, je trouve des feuilles de paye de M. Degré du Loup. C'était le fils du fondateur de Ouest France, donc un groupe de presse. Au contraire de M. Bailey, de la Dépêche, M. Degré du Loup a fermé son journal pour ne pas avoir à collaborer avec les Allemands. Donc je pense que il était plutôt du côté de la résistance. Et mon père a des feuilles de paye où on le retrouve gardien du manoir de ce monsieur, à l'époque où il est clandestin. Voilà. J'ai rencontré la fille de ce monsieur, elle est décédée, c'était l'anniversaire des 70 ans, donc il y a 10 ans, qui se souvenait de mon père et qui me racontait, elle avait 4 ans à l'époque, qui me parlait de mon père, comme quand il s'était coupé d'elle, de sa grand-mère et tout ça. Et ce jour de la rencontre, j'étais avec mon fils, c'était assez perturbant, parce qu'elle nous en parlait, et on était un peu comme dans une faille spatio-temporelle. C'est-à-dire que quand elle nous en parlait, on ne savait plus en quelle année on était. On était reparti 70 ans à l'arrière, en visitant le manoir, elle nous montrait l'endroit où il y avait des bombes, où on se cachait, tout ça. Et d'un seul coup, l'histoire se reconstituait. Donc ce que mon père m'avait dit, c'était vrai, il y avait des gens qui étaient encore vivants, qui sont morts peu de temps après, qui m'ont confirmé. Voilà. Donc j'ai ces éléments-là. J'ai un autre élément absolument incroyable, des feuilles de paye d'une association de Paris. Donc apparemment, après, il s'est réfugié à Paris. Et je me dis, comment ça pouvait être en 43, 44, un Africain caché à Paris? Comment? C'est du mal à l'imaginer. Mais en fait, il y avait beaucoup d'Africains en France dans la période, on n'a pas idée, quoi. Et ça se passait beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Les relations entre les uns et les autres. C'est assez incroyable. Et peut-être qu'à l'époque, la priorité, avec 15 guillemets, était les Juifs et pas les Africains. Je n'ai pas réfléchi à ça. Ouais. Mais il a des feuilles de paye d'une association qui s'appelle le Colis des prisonniers. Et le Colis des prisonniers, c'est une association qui collectait des vivres et des choses pour les envoyer aux prisonniers français qui se trouvaient dans les camps. Pour entrer dans ce genre de choses, il faut avoir un réseau, quoi. Alors, est-ce que c'était un réseau résistant ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, il avait toute une série de preuves comme quoi il avait été un activiste, etc. Preuves dont je suis assez fier d'ailleurs. Et puis j'ai trouvé d'autres choses, qui sont peut-être un petit peu décalées par rapport au sujet, mais comme quoi en fait il s'activait, enfin qu'il était très solidaire. Voilà. Le tribunal militaire avait tous ces éléments et ça ne les a pas empêchés de prétendre que c'était un collaborateur des Allemands, que ceci, que cela, enfin bon, et de le condamner. Alors là, on n'est plus dans les témoignages, on est dans mes recherches et documents que j'ai trouvés. J'en ai. Mais juste pour finir, pour rester sur la chronologie, pour que ce soit plus simple pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Ouais. Donc, il est résistant, arrive la fin de la guerre, ou en tout cas le débarquement, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe pour les tirailleurs sénégalais qui sont en France, quoi? Alors, de son point de vue, et de ce que j'ai compris, de ce dont je me souviens, c'est qu'il entend dire que les tirailleurs sont rapatriés, donc il se débrouille pour aller au point de rapatriement. Dans le contexte historique, la France coloniale, et ça s'est passé la même chose en 14, veut se débarrasser le plus rapidement possible sur son territoire des Africains. Donc elle les a utilisés, elle n'en a plus besoin, donc elle les renvoie chez eux, quoi. Juste pour informer les auditeurs, en 14, on a eu tout un groupe de tirailleurs qui ont été parqués dans les Landes, qui ont été atteints de méningite,
qui ont été soignés par un futur responsable du service de santé français et militaire, avec un vaccin, je crois que c'est un vaccin de l'Institut Pasteur, qui n'était pas du tout homologué, et ils sont tous morts. Et actuellement, dans les Landes, il y a un endroit où les municipalités commémorent la mort d'un millier de tirailleurs qui ne sont jamais rentrés, c'est la guerre de 14, ils ne sont jamais rentrés chez eux, parce qu'on les a maltraités dans ce camp, on les a laissés crever, quoi, et soignés avec des choses qui n'étaient pas du tout validées, quoi, scientifiquement. Donc la maltraitance des tirailleurs, c'est un... c'est consubstantiel de la façon dont la France coloniale traite les Africains, et continue à le faire. L'Afrique qui n'a pas d'histoire. Et donc, j'ai perdu mon fil. Ben oui, donc il rassemble, oui, ils veulent se débarrasser des tirailleurs, donc ils les rapatrient. Voilà. Pour ceux qui regardent l'histoire, à Morlaix, il y a eu plusieurs centaines de tirailleurs qui ont été parqués dans une grange qui n'étaient pas d'accord et les gendarmes français ont tiré dessus. Ces gens venaient de faire plusieurs années de guerre ou de camp pour la France. Ils se sont fait tirer. Ils sont morts à Morlaix avant de rembarquer. Il n'était pas d'accord pour embarquer? Alors je ne sais plus, il y avait des désaccords, peut-être ils voulaient des soldes, je ne sais plus, c'est une autre histoire un peu parallèle, mais juste pour dire comment la France traitait ces indigènes, comme elle les appelait. Ouais. Le camp Tiaroy, c'est le camp des rapatriés indigènes, je crois que ça s'appelait comme ça, le terme technique. Voilà, il y avait le code de l'indigénat, enfin voilà. Oui, le code de l'indigénat, on peut en dire quelques mots quand même, vas-y si tu veux. Je ne suis pas spécialiste de ça. Non, mais en 3-4 mots. Quoi, il y avait quelques parties du Sénégal, par exemple, qui étaient reconnues citoyens français, mais les autres étaient des indigènes, donc ils avaient un traitement totalement différent. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas creusé le sujet. Mais, donc ils avaient des droits différents. Ils avaient des droits différents. Une forme de c'était même pas une forme, c'était un apartheid quoi, en fait. Absolument. On peut le dire. Vu avec du recul, on pourrait le qualifier comme ça. Voilà. Et c'était pas des hommes comme les autres ou des hommes et des femmes comme les autres. Voilà. C'est des indigènes. Et donc ils n'avaient pas du tout le droit des autres citoyens en supposant que ce soit enviable d'avoir les droits des autres citoyens. Du coup, ton père est à Morlaix. Alors, et donc, oui, on rapatrie. Bon, lui, il ne pense qu'à rentrer. Quand je regarde ses états de service, ça a duré longtemps. Je ne sais pas en quelle heure, j'ai pas les années, savoir à quel moment ils embarquent pour la France, mais c'est peut-être en 38 ou en 39. Voilà, on est en 44, quoi. Ça a duré un peu longtemps, comme on dit. Tout le monde a envie de rentrer, quoi. Et mais pas rentrer les mains vides. Voilà, parce que les soldes n'ont pas été versés, d'une part. Dans les camps de prisonniers, ils touchent un petit pécule, ça c'est le droit international. J'ai regardé sur ces genres de pécule dans les archives du département de Rennes, j'ai trouvé des documents de maires de village qui disent que les paysans trouvent que le pécule, alors c'était je crois 10 francs par jour, je ne sais pas ce que ça représente du tout, mais il faut intervenir les élus pour diminuer cette somme, parce que c'est trop, quoi. Donc, ça, c'est pas la résistance. Oui, à nouveau, on est toujours sur la France de Vichy. On est sur la France de Vichy, on est sur la Bretagne avec des gens. Alors, il y a d'autres gens, par contre, qui soutiennent, notamment ces fameuses marraines de guerre, qui soutiennent les prisonniers et qui les aident à s'enfuir. Donc voilà, c'est complexe, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même paquet. Ouais. Ça ne peut pas ne pas oublier qu'il n'y a pas eu que des résistants. Il n'y a pas eu que des résistants, mais il y a aussi des gens qui ont été des hommes et des femmes, et en l'occurrence, les marraines, c'était plutôt des femmes. Voilà. Doudou Diallo, l'ami de mon père, a fait une fille, Maïté Diallo, qui est une fille avec une bretonne. Voilà. Et comme il est rentré et qu'il a été fait prisonnier, qu'il a quand même il a fait un certain temps il n'a pas été libéré de suite, Doudou, il ignorait qu'il avait une fille. Voilà. Ouais. Donc voilà. Donc il y a eu plein de relations amoureuses entre les Bretonnes et les tirailleurs sénégalais. Je pense que ça faisait partie de la France coloniale, n'aimait pas trop ça, donc plutôt ils étaient rapatriés, mais c'est quand ils arrivent là-bas, voilà, on les fait se changer parce que arriver avec ces vêtements américains, c'est pas terrible.
Les Américains sont à Dakar, ça je l'ai appris plus loin, et je pense alors on voit dans les archives qu'en fait la France emprunte des half-tracks aux Américains pour faire cette opération. Et Attends, avant ça, donc il y a quand même un point de désaccord profond entre les tirailleurs et l'armée française ou la France. Ben, oui, c'est la question du solde. En fait. Alors c'est la question des soldes, de ne pas rentrer les mains vides. Il faut savoir que moi j'ai fait dans les années 70, j'ai fait le voyage Dakar-Bamako en train. Je me souviens, c'est 2-3 jours à l'époque, dans les années 70, donc dans les années 40. Bamako, on est encore à 2000 km du Bénin et du Togo. Quoi, voilà. Donc c'est un voyage qui dure des jours et des jours, d'une part, donc on ne peut pas partir les mains vides. Et puis les gens sont partis des années avant, avec la promesse de l'émancipation de l'Afrique, de l'accès à la citoyenneté. Et d'être chauffeur, donc en l'occurrence pour mon père, de pouvoir accéder enfin à un poste administratif. Et on leur dit oui. Alors on leur a dit, si j'ai bien compris, à Morlaix, vous aurez votre argent, on va vous le donner à Casablanca, je crois. Où le bateau fait escale. Où le bateau fait escale, et où plus tard on apprend que, d'après Dagnan, un certain nombre de tirailleurs se seraient arrêtés à Casablanca. Donc le nom que tu cites, c'est un général ou Le général Dagnan, c'est celui qui est à la manœuvre et qui ordonne le massacre en fait. Donc on va y arriver. Voilà. Et donc à Casablanca, on leur dit vous toucherez vos soldes à Casablanca, finalement. Voilà, c'est une fable. Est-ce que des Africains ont envie de s'arrêter au Maroc au lieu de rentrer à Dakar, voir, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y en avait qui rentraient en Côte d'Ivoire, quelques-uns au Sénégal, le Bulgare rentré au Sénégal, d'autres au Togo, au Bénin, voilà. Il paraît qu'il n'y en avait pas pour le Niger, je ne suis pas sûr de ça. Il y en avait pour ce qui rentrait ce qu'on appelait au Soudan français, c'était en Mali à l'époque. Il y en avait qui rentraient en Haute-Volta, qu'on appelle aujourd'hui le Burkina. Voilà. Tout ça, c'est voilà, ils n'avaient pas du tout envie de s'arrêter au Maroc, ils n'avaient aucune raison de s'arrêter au Maroc. Et ceux qui se seraient arrêtés au Maroc, ça correspond à 300 personnes, et c'est les chiffres qui manquent quand on fait tous les décomptes entre ceux qui sont partis sur le Circassia et ceux qu'on retrouve après le massacre. Il manque 300 personnes. Quoi. Et on pense qu'ils ne sont pas du tout au Maroc, on pense qu'ils sont plutôt dans les fosses communes après le massacre. Voilà. Donc mon père me raconte qu'il a fait partie des gens qui ont négocié, discuté, ou essayé de discuter avec les autorités. Donc à l'arrivée à Dakar, à Tiaroy, parce que apparemment l'administration française a des difficultés, ou pas envie. Ça fait partie, à mon avis, d'un sujet de thèse à creuser. On a quand même des circulaires du ministère des Armées qui donnent des ordres d'envoyer l'argent pour payer les soldes. Quoi. Voilà. L'autre sujet, c'est où est passé l'argent. Voilà. En tout cas, Dagnan n'a pas du tout l'envie de donner l'argent à ces gens-là. Et il y a plusieurs arguments. Alors, il y a d'abord du change d'argent français. Les gens arrivent avec un peu d'argent français, le pécule. Je pense que mon père devait faire aussi un peu de trafic pendant la résistance, pendant sa clandestinité. Donc il avait un peu d'argent. On refuse, monsieur, on déclare qu'il a volé l'argent. Ça fait, voilà, il faut bien charger la barque. Et on refuse de leur accorder le taux. On divise le taux par deux parce que qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent là, c'est nègre. Le taux, c'est-à-dire Il y avait un taux. Un taux de change Oui, actuellement, le CFA, 1 euro, c'est 650 euros CFA. Ça veut dire que quand tu arrives avec 100 euros, tu as 65 000 CFA, ça fait beaucoup de billets. Hein, parce qu'il y a des billets de 1000 francs, tu peux imaginer. Donc voilà. Le salaire moyen au Togo, actuellement, le salaire minimum, c'est entre 50 et 100 euros. Les gens, la grande partie de la population vit avec ça. Il y a une petite bourgeoisie qui vit avec des salaires de 1000, 1500 euros. La nomenclature, on fait avec des salaires dont on peut pas, avec des revenus dont on ne peut pas parler. Mais voilà, déjà à l'époque, il y a un grand déphasage entre le franc français et le franc là-bas. Et on ne veut pas leur appliquer le taux officiel. Voilà. Parce que ça ferait trop d'argent. Et voilà.
Et on ne veut pas non plus. Alors, il y a des arriérés de sol, il y a des primes de démobilisation, il y a toute une série de droits auxquels ils auraient droit, dont on leur dit que soi-disant on n'a pas l'argent, qu'on leur donnera ça. Donc, je disais bien, on leur promet à Morlaix, puis à Casa, puis à Dakar, puis dans ce qu'on appelle, dans la littérature militaire, dans les cercles respectifs. Les cercles, c'est les endroits où on mobilise les gens à Porto Novo, à Cotonou, à Abidjan. Voilà, c'est la plus petite administration militaire. Voilà. Et c'est les cercles d'où ils ont été recrutés, voire parfois de force. Quoi. Et mon père fait partie des gens. Et on retrouve ça dans son procès verbal d'accusation. Parce que dans son procès verbal d'accusation, on ne trouve pas d'accusation pour une rébellion armée. On trouve deux choses. On l'a vu à la gare de Tiarogue en train de dire « Ne partez pas sans vos soldes ». Et il a refusé de se lever. Et quand on vérifie à quel moment il a refusé de se lever, c'est juste après le massacre, où il y a peut-être des centaines de morts sur le truc. Et on l'appelle par son nom. Or, mon père m'avait raconté que dans la clandestinité, il avait pris le nom d'un ami musulman, dont je retrouve, j'avais oublié le nom, je l'ai retrouvé dans les archives, et effectivement, donc on peut imaginer qu'on vient de mitrailler les 1000 personnes qui sont là-dessus. Hein, voilà. Peut-être qu'il, je ne sais pas ce qui s'est passé, en tout cas il ne se lève pas, ses amis lui disent lève-toi, 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 obéis, et on l'accuse de refus d'obéissance. Mais ces deux motifs, c'est les motifs pour lesquels on le condamne à 10 ans de prison. Pas pour rébellion armée. Voilà. Alors, si on peut parler à l'instant de ce concept de rébellion armée, Oui, c'est un élément du droit militaire. Rébellion armée, les textes disent quand 8 personnes retournent leurs armes contre les autorités militaires, il y a rébellion armée. Et si j'ai bien compris, ça permet de traiter ça en interne avec un tribunal spécial des forces armées. C'est ce qui s'est passé. Ça a permis au général Dagnan de construire le récit de la répression d'une rébellion armée. Rébellion donc qui serait née du désaccord sur le non-paiement des soldes finalement. C'est ça. D'une mutinerie, dit-il. Oui. Voilà. Et qui serait venue de ce jour-là, alors que si on regarde les faits, on s'aperçoit que les troupes ont été commanditées plusieurs jours à l'avance, venir de Saint-Louis en 2015, je suis allé aussi enquêter les archives du Sénégal. Je suis allé faire un tour à Saint-Louis parce que j'avais envie d'aller voir un parc où il y a des milliers d'oiseaux. Mais j'ai mis une journée pour faire Dakar-Saint-Louis. C'est pas loin, hein, il y a 200 bords. J'ai mis une journée, les transports en commun. En 1944, avec l'état des routes, etc., c'est pas une journée. Et en plus, on ne mobilise pas 200 ou 300 personnes avec toute la logistique et les engins, comme ça. Donc ces personnes sont mobilisées pour venir en renfort finalement. Il y a des tirailleurs sénégalais qui sont mobilisés, qui arrivent de Saint-Louis, qui est au nord du Sénégal. Pour mater donc cette mutinerie selon eux, ou cette rébellion. Le discours de l'Alliance, on ne s'est pas entendu, il y a eu une mutinerie, donc un espèce d'événement fortuit. Or, il y a préméditation, ça fait une semaine qu'il a commencé à organiser les troupes, chercher, négocier avec les Américains et Alftra pour pouvoir leur donner, leur faire comprendre où est la force, quoi. Voilà. Donc pour toi, il n'y a pas de doute sur la préméditation. Finalement, ce n'est pas. Ah ben c'est pas moi qui le dis, c'est Madame Mabon dans ses études, elle le démontre. Monsieur Martin Moore qui a fait un double doctorat d'anthropologie sur la question coloniale et sur l'histoire montre. Alors eux, ils ont creusé le sujet, quoi. Et ils montrent que c'est pas. Il y a un discours qui dirait avant. Ça s'est mal passé, on a été obligé de les mater, mais c'est pas du tout un truc ni spontané ni quoi que ce soit. Il y a aussi un autre historien qui a l'air plus proche, on va dire, du discours officiel qui s'appelle Fargetta, c'est ça, je crois. Alors Fargetta, c'est un ancien militaire, il ne faut jamais l'oublier. Ouais, je suis pas sûr de l'avoir. Et pendant très longtemps, oui, il faut le vérifier, c'est un ancien militaire, un ancien officier militaire. Et effectivement, pendant très longtemps, je ne sais pas s'il le fait encore, depuis que M. Macron a reconnu le massacre, je pense que ça va être difficile de continuer à dire que c'est une rébellion armée. Mais ceci dit, en regardant les faits, moi je les ai et je peux les montrer à ceux qui le veulent. J'ai le procès verbal de ratissage du camp après la fusillade. De ratissage du camp côté des prisonniers, pas du côté des gens qui tirent. Qu'est-ce qu'ils trouvent? S'ils avaient voulu
bien organisé leur mensonge, ils auraient pu dire qu'ils trouvent les Kalachnikov de l'époque. Non, dans le procès verbal, ils trouvent un mousquet de 1870 et des dagues allemandes dont ils disent que ce sont probablement des trophées de guerre. Ils ne trouvent aucune arme, aucune cartouche. Voilà. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi donc l'armée française a tiré sur ces tirailleurs. Gagnon prétend que les tirailleurs ont tiré sur l'armée, qu'ils ont été obligés de riposter. Alors, dans les témoignages, il y a eu un coup de feu. On ne dit pas de quel côté il est parti ce coup de feu. Il ne peut pas partir du côté des tirailleurs, qu'on vient de réveiller, il est 7h du matin, et dont certains sont encore dans les baraquements, et dont certains se prendront une balle dans leur lit. Il ne peut pas venir des tirailleurs, si ils avaient des armes, je pense que les 40 militaires qui ratissent auraient trouvé les armes, et se seraient dépêchés de le mettre dans le procès verbal. Et puis on imagine aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai pas vu ça, mais s'ils avaient des armes, il y aurait eu des blessés côté force de l'armée française. Oui, non, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés de l'autre côté. Donc en fait, il y aurait une mutinerie, et la mutinerie aurait été complètement matée, sans aucun dégât, côté armée française. Déjà ça me paraît complètement impossible, quoi. Enfin, en tout cas... puisque tu es logique, mais ça n'a pas du tout paru impossible au tribunal des forces armées. Ouais. En cassation, quand on est revenu avec des tas d'éléments, ça n'a pas du tout perturbé l'avocat général, qui, 70 ans après, continue à soutenir le fait colonial et ce massacre, quoi. Voilà. La première avancée, c'est l'avancée de Macron, il faut bien le reconnaître, via son ministre des Affaires étrangères, Noël Barrot, qui a lu son discours. Et quand tu lis son discours, on est bien obligé de reconnaître que c'est quand même une avancée, qui peut-être va me permettre de retourner en cassation. Oui, parce que c'est le premier président français à parler de massacre. Avant, François Hollande, 10 ans avant, avait parlé, je crois, de rébellion, juste, non? Oui, alors... Qu'est-ce qu'il avait dit, Hollande? Oui, il avait... c'était le roi des couleuvres. Il avait une formule qui était déjà un peu plus avancée, mais encore loin des choses. Je ne sais plus. Hollande déplorait ce qui s'était passé, mais il n'avait pas osé prononcer le mot de massacre, quoi. Et il a reconnu en fin 2024 que s'il devait refaire ce discours-là, aujourd'hui, il utiliserait le terme de massacre. Il a quand même reconnu ça. Ah, ça, je ne l'ai pas vu. C'est sur le dernier épisode de RFI, là, du podcast de RFI. Ah, d'accord, ok. Que je recommande d'ailleurs aux auditeurs et aux auditrices qui veulent approfondir. D'accord. Il est interviewé par la journaliste et il reconnaît. Donc la journaliste lui parle justement du fait qu'il n'a pas employé le terme massacre dans son discours de novembre 2024. Et il dit qu'aujourd'hui, c'était sans doute une erreur et qu'il employerait le terme massacre. Donc tu parlais de Macron, donc effectivement donc là on est fin décembre 2024, qui envoie une lettre. Il se déplace pas, Macron, du coup, au passage? Ah non, il y avait un grand jeu. Tout le monde se demandait, parce que là j'étais dans les milieux journalistiques à Dakar à ce moment-là. Je faisais des radios, des tas de choses, et j'étais accompagné par Arte et France 2. J'avais aussi mon fils Emilien qui travaillait sur son documentaire. Et vraiment, la grande question, c'est est-ce que Macron va venir, on va dire quoi. Mais bon, pour moi, c'était pas une question. Enfin, si, symboliquement, ça aurait pu être chose que lui-même prononce son discours. Ça pouvait avoir un peu plus de portée que. Mais ceci dit, Jean-Noël Barrot a lu le discours. Il a bien dit que c'était au nom de M. Macron. Et c'était quand même une avancée. Qu'est-ce qui a pu leur donner. C'est certainement pas M. Farguetas qui les a aidés à penser ça et à énoncer ça. Je pense que c'est plutôt les travaux des gens comme Mme Mabon qui ont amené quand même beaucoup d'éléments pour dire arrêtons avec cette femme et ce mensonge, quoi. Donc oui, tu disais que en gros, le camp a été ratissé, ils n'ont rien trouvé, donc il y a vraiment de fortes incohérences dans le discours officiel, quoi. Et ton père, après, du coup, il est donc emprisonné, puis jugé, c'est ça? Alors, il est jugé, oui, et il est défendu par un monsieur qui deviendra, je crois, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, monsieur Lamine Gueye. Il y a des rues Lamine Gueye à Dakar,
quand j'ai lu sa plaidoirie, j'étais assez déçu, quoi, parce que sa plaidoirie, c'était du type, ouais, enfin, Lamiguet ne disait pas qu'il y avait eu un massacre. Il disait, ouais, mais il faut les excuser, ils ne sont pas très cultivés, voilà. Et j'étais extrêmement choqué par certains éléments de son, en tout cas, une partie des éléments de son discours, quoi, en disant, ouais, ah bon, ils ont quand même, bon, soyez sympas, quoi, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, quoi, grosso modo. C'était une forme de discours colonial aussi. Alors, j'ai trouvé ça insupportable. Et je l'ai dénoncé dans une émission à Dakar, ce qui m'a permis d'être blacklisté ensuite, parce que Lamiguet, ça reste un espèce d'idole pour les Sénégalais, et ils n'en ont pas beaucoup. Senghor, qui était un néocolonialiste, hein, vraiment, qui a, avec son histoire de négritude, etc., qui était très apprécié. On le met au même niveau que Fanon ou que Aimé Césaire, etc. Mais enfin, bon, il a emprisonné et martyrisé tous les militants anticolonialistes qui se sont trouvés en face de lui. Il a fait le job de la France. Hein. Voilà, donc Lamiguet, enfin les quelques députés et élites africaines qui ont bien collaboré avec la France coloniale, donc ne sont pas remis en cause, enfin n'étaient pas remis en cause par les Sénégalais à l'époque. Donc quand j'ai osé toucher à cette figure en citant ce qu'il avait dit, je sais que j'avais avoir rendez-vous avec le doyen de l'université. Il a trouvé que c'était trop politique et que c'était pas son rôle de parler de ça. Enfin bref, il avait commandé le rendez-vous. Donc à mon avis, il a été assez mal défendu, mais de toute façon, c'était perdu d'avance parce que la messe était dite. Certains historiens disent que tout ça a été parfaitement. De Gaulle, le général de Gaulle était déjà aux commandes, ou en tout cas était dans la boucle, et pour des raisons de politique intérieure et de géopolitique, parce que les Américains étaient là et qu'ils auraient pu utiliser tout ça contre la France, etc. Il a couvert ce massacre, quoi. Il a couvert ce massacre. Ce qui était encore une ironie d'histoire, parce que mon père était gaulliste, quoi. En 68, moi j'étais sur les barricades et lui il était encore gaulliste. Et voilà, on ne connaît pas l'histoire, on ne sait pas le dessous de l'histoire. Et pour les Africains, pendant très longtemps, De Gaulle était une figure impressionnante, symbolique, sympathique, quoi. Alors que, bon, couvrir ce massacre, c'était vraiment défendre la France coloniale, défendre un général pétiniste, etc. En même temps, on n'a pas d'éléments prouvant qu'il l'a couvert, c'est juste qu'il n'a pas agi, ou on a... Alors, tu as des éléments là-dessus? Alors moi, j'ai pas creusé le sujet, mais j'ai envie de dire, voilà, historien, emparez-vous de ça. Des historiens m'ont affirmé qu'il était forcément dans la boucle, et par contre, j'ai pas vérifié. Mais bon, voilà, ça fait partie des pistes de recherche. Voilà. Okay. Et alors, qu'est-ce qui lui arrive? Il est emprisonné. Alors, tu peux nous dire où il a été emprisonné? Alors, moi, ce qu'il me dit, et ce que je me suis souvenu, c'est qu'il est à l'île de Gorée. L'île de Gorée, tu peux préciser? Alors, l'île de Gorée, pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite île qui est au large de Dakar, qui est connue en Afrique et dans le monde pour être un point de départ des esclaves vers les États-Unis. Alors, là aussi, les historiens disent que c'est le rôle de ce port négrier a été très exagéré dans un but commercial pour attirer le tourisme des Noirs américains. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même un lieu symbolique de la traite négrière. C'est un lieu symbolique, et il y a une maison des esclaves que tous les touristes occidentaux vont visiter, où des gardiens au grand talent dramatique vous tirent les larmes du corps, quoi. Moi, je suis allé, bien sûr, très tôt, puisque j'ai été enseignant au Sénégal dans les années 70, j'étais professeur d'une école normale, je formais des instituteurs, et je suis allé, bien sûr, en pèlerinage là-bas, et un peu naïvement, j'ai cru qu'il avait été emprisonné dans cet endroit, quoi. Voilà. Ce qui est complètement ridicule. J'ai compris beaucoup plus tard qu'il y avait une prison civile à Gorée, okay, et que c'est probablement là qu'il a été fait prisonnier. Ceci étant dit, en 2015, je me suis fait introduire aux archives nationales. Il se trouve que la directrice des archives était l'amie d'un ancien élève à moi, qui était devenu recteur des universités de Dakar, et qui m'a donc
faciliter. Donc j'ai eu un laissez-passer. Les archives de la prison militaire sur la période qui m'intéresse ont disparu. Je voulais trouver son numéro d'écrou, enfin une preuve, parce que on n'a pas, pour moi, le fait qu'il était à Gorée, c'est pas dans le récit, c'était en tout cas moi c'est ce qui m'a apporté. Et bon, je ne suis pas en capacité de le prouver, sauf que les archives de cette période-là ne sont plus dans les archives nationales. Elles ont dû être emportées par les archivistes français quand ils sont partis, avec d'autres archives. Voilà. Ceci dit, j'ai des coupures de presse où donc ça bouge dans toute l'Afrique occidentale, et parce que les gens ne comprennent pas comment on peut faire un tel sort aux tirailleurs qui sont partis pour défendre la France contre le nazisme. Voilà. Et donc c'est, pour certains même, c'est le début du mouvement des indépendances. Pour certains auteurs, ça, voilà. Et ce que craignait Dagnan, justement, disait, si on les laisse faire, demain ils vont nous demander l'indépendance, et ils vont exiger des droits. Voilà. Donc il faut les mater tout de suite, et il le dit explicitement dans sa plaidoirie. Que je peux tenir à disposition des curieux si ça intéresse. Il le dit dans le sens, comment dire, cette rébellion-là, il faut la mater, mais il dit aussi explicitement que ça pourrait faire tache d'huile dans toutes les colonies. Ah oui. D'accord, ok. Ah oui, c'est très clair. Si on sait lire, c'est très clair. Okay. Il s'adresse à la France coloniale en disant, attends, il ne faut pas laisser passer ça, quoi, vous vous rendez compte. Voilà. Donc, voilà, j'ai une coupure de presse qui dit « Libérer les prisonniers de Thiès et de Gorée ». Donc il est possible qu'une partie des prisonniers ait été mis à Thiès. Moi, par contre, j'ai un témoignage familial qui est assez récent, de cousins qui sont au Togo, mais dont une bonne partie de leur famille est au Ghana. Donc comme je le disais, c'est un peuple, les Évés, c'est un peuple qui s'étale quasiment du Nigeria, frontière nigérienne, jusqu'au Ghana. Et ses cousins avaient un oncle qui était un marine de l'armée anglaise et qui se trouvait à Dakar à l'époque. Et il m'explique pourquoi ma famille a pu se mobiliser. Donc j'ai un oncle qui est le mari de ma tante, de la sœur de mon père, de la tante Théodora Abibou, et l'oncle s'appelle Jules Haï, qui était un homme politique. Il a écrit des lettres qui sont dans les livres des historiens, dont j'ai des copies, pour demander la libération de mon père. Pourquoi ils se sont mobilisés? Comment ils l'ont su? Parce que personne ne savait qui était là. Aujourd'hui, les familles ne savent pas qui est mort à quel endroit, qui est enterré. Voilà. Eh bien, j'ai trouvé la réponse il y a quelques années par mes cousins qui me disent « Mais on t'a jamais dit, notre oncle se promenait à Dakar, alors, est-ce qu'il était à Thiès, est-ce qu'il était à Gorée, il y avait aussi une prison à Dakar. Et il me racontait un récit, que j'ai déjà raconté dans quelques radios journalistes, parce que c'est absolument incroyable comment l'histoire se fait. Donc il parcourt, il est quelque part où il marche avec un ami, et d'un seul coup il s'entend interpellé en éveil, par une voix qui vient du bas. Donc on imagine un soubassement, une cave ou quelque chose. Et il s'arrête discrètement, parce que apparemment c'était pas forcément un endroit où il pouvait s'arrêter. Et mon père leur dit faites savoir à ma famille, je vous ai entendu, ça fait plusieurs jours que je vous vois passer là, parce que c'est un endroit qui devait. Je vous ai entendu parler et je vous guette, et pour pouvoir faites savoir à ma famille que je suis là. Et ils lui disent, mais comment tu t'appelles? Il s'appelle Antoine Abibou, mais on est cousins. On est cousins. Eux, ils s'appellent Habib, mais c'est la même famille, Aboudou, Habib, c'est la même famille. On a un arbre généalogique, on est ensemble par nos grands-parents. Okay. Parce qu'à une époque, il y a eu un gouvernement, il y avait une mode pour l'africanisation des noms, et comme il y avait quand même une islamisation rampante, il y a des gens qui ont pris des noms musulmans en pensant que c'était des noms africains. Donc eux, ils sont devenus Habibou, ils sont devenus Habib, alors qu'en fait, ils ont compris plus tard que c'était pas du tout africain, que c'était musulman ou arabe. Voilà.
c'est compliqué. Et donc, dis, Habib, c'est avec un H, non? Avec un H. Ouais. Donc j'ai des cousins qui s'appellent Habib, on est de la même famille, on a les mêmes grands-parents. Quoi. Ok, d'accord. Et mon grand-père s'appelait Habibou Aboudou. Il y avait deux noms. Donc, voilà. Il y a quand même des racines arabes dans ces noms-là. Peut-être que c'est encore une transcription de noms plus anciens, dont on n'a pas l'origine. Et donc, ce sont eux qui transmettent secrètement parce qu'ils comprennent que c'est une information top secret et qui transmettent par les voies, je ne sais plus trop comment, qui transmettent à la famille qu'il y a un Antoine Habibou qui est là. Et c'est là que les choses se mettent en branle dans toute l'Afrique occidentale pour sa libération. Donc là, on a plein d'éléments d'histoire libérés dans les prisonniers de Thiès et de Gorée. Il y a un article qui est écrit en 1944 là-dessus. Et donc moi, à un moment, je vois ça, voilà. Aucun historien m'a corroboré ça. C'est pour ça qu'en 2015, j'ai voulu aller farfouiller dans les archives et que je suis tombé sur un blanc, si j'ose dire. Pas d'archives sur cette période. Voilà. Et donc, il est libéré. Alors, moi, ce que j'avais appris, et ça, il me l'a dit aussi, qu'il avait été libéré par une grâce présidentielle. Donc, c'était pas un président, c'était un président du Conseil à l'époque. Vincent Auriol. Vincent Auriol, qu'est-ce que j'ai fait J'ai sorti des bouquins, parce que depuis. Il m'a laissé dans ses archives un bouquin de Vincent Auriol. Qu'est-ce que je dois, parce que j'ai une interview bientôt avec le musée d'histoire européenne. Ils viennent m'interviewer pour un musée à Bruxelles. Ils m'ont demandé de sortir ces bouquins pour leur montrer. Donc, dans les archives de mon père, en héritage de mon père, j'ai une malle de bouquins. Donc, pour ça que j'ai été choqué à ce que disait la Minguet quand il disait que c'était des analphabètes, tout ça. Mon père était cultivé, niveau certificat d'études, mais de l'époque. Donc, il avait lu toute la Bible, d'une part, ça c'est les Pères Blancs, mais il avait aussi dans ses archives des livres que je peux te montrer. Il avait des bouquins sur la géopolitique du Moyen-Orient, il avait des bouquins de Solzhenitsyn. Voilà. C'était quand même quelqu'un, tout ouvrier qu'il était, qui était quand même un peu ouvert. Voilà. C'est pour ça que j'ai été choqué par les propos de la Minguet, grand bourgeois sénégalais qui les traite d'analphabètes. Donc, grâce présidentielle, alors, Madame Mabon dit grâce amnistiante. J'ai pas creusé tellement le sujet. Moi, ce qu'il m'a dit, par contre, là, c'est un souvenir qui me revient. Il était temps qu'on nous libère, parce qu'on n'était plus beaucoup. Ah, ceux-là qui sont morts. Et c'est dans les conditions de traitement. Moi, j'avais gardé dans ma tête d'enfant décimation, c'est-à-dire il restait 1 sur 10, quoi. Il y avait 90% qui étaient morts. Je sais pas, ça c'est vraiment mes fantasmes d'enfant, mais il dit, voilà, on n'était pas loin du gouffre quand on nous a libérés, quoi. Voilà. Et je me souviens de ce sourire à ce moment-là, quoi. Tu pointais la question de la grâce amnistiante, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai bien compris, cette grâce n'innocente pas les personnes qui ont été libérées. Alors c'est ce qu'on dit aujourd'hui dans la presse. Quand quelqu'un demande si on peut gracier Nicolas Sarkozy, les journalistes disent oui, on peut le gracier, mais ça n'enlève pas la culpabilité. Et d'ailleurs, je crois que Nicolas Sarkozy lui-même le dit d'ailleurs. Il dit qu'il ne veut pas être gracié parce qu'il veut prouver son. Je crois qu'il me semble avoir une façon. Je n'ai pas suivi, ça ne m'intéresse pas suffisamment. Ouais. J'ai vraiment autre chose à faire que de suivre ces. Voilà, bref. Non, effectivement. Enfin, ça a permis sa libération en tout cas. Et je crois qu'il avait une interdiction de retourner en France, ce qui n'empêche pas que dans les 51, il se marie et que ma soeur naît ma grande sœur naît à ce moment-là. Quoi. Voilà. Il se marie donc en France. Il se marie à Paris. Quoi. À Paris, ok. Voilà. Donc, bon. Il a dû être libéré en 46 ou 47, je ne sais pas, en 51, il y a 4 ans. Je ne sais pas combien quelle était la durée de cette interdiction, mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce qu'il est venu faire en France Je me demande s'il n'est pas venu rechercher une femme qu'il avait connue en Bretagne, parce que je crois que j'ai une demi-sœur qui est plus âgée que moi, qui doit être à peu près de l'âge de Maïté Diallo, qui est née en 44. Moi, je suis né en 52, donc 6 ans plus tard. Et apparemment, il ne l'a pas retrouvée, donc il rencontre ma mère à Paris, et la saga familiale commence. Oui, parce que j'allais dire,
il est pas rancunier, quoi. Il retourne en France alors que après tout ce que la France lui a fait subir. Mais bon, par contre, il y avait des Françaises ou des Français sans doute qui valaient la peine, quoi. Ben, quand on voit la situation du Togo aujourd'hui, moi, les premières fois que j'ai mis les pieds au Togo, c'était en 70. J'avais 19 ans. Ça n'a quasiment pas bougé. Ah oui, il y a des immeubles de banques qui se sont créés là, mais l'essentiel du peuple togolais crève de faim. Le niveau culturel est important. Moi, les gens que je rencontre, que ce soit par exemple les chauffeurs de ZEM. Les ZEM, ce sont les taxis-motos. Ces gens, s'ils ont un peu confiance et qu'ils parlent, ils sont capables de vous parler de la géopolitique africaine. Ils sont cultivés. Par contre, ils vivent dans des conditions d'infra-misère, dans une pollution absolument extraordinaire. Togo, c'est la poubelle de l'Europe, quoi. On y déverse tous nos vêtements, tous nos trucs usagés. Si je dis ça, c'est pour dire que peut-être que déjà à l'époque, ça ne valait pas le coup de rester là-bas. Ouais. Et aujourd'hui, ça continue, parce que notre système néocolonial fait qu'on soutient tous les dictateurs. On extrait toutes les richesses via nos Bolloré, nos Total, nos Auchan et toutes ces compagnies françaises. Et que pour passer avant de gens, dans les trajectoires individuelles, le salut il est en Europe ou en France. Voilà l'hypothèse que je fais. En tout cas, apparemment, il a fait ce choix-là. Il a dû penser que c'est. Alors qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu ouvrier. Citroën, Simca, il a fait une vie d'ouvrier. Qu'il a peut-être considéré, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il a dû considérer que c'était mieux pour lui que de retourner en Afrique, quoi. Une vie à la chaîne d'ouvrier, faire les 3-8, c'est mieux que de vivre en Afrique. Voilà. Dans les conditions qui étaient celles de l'époque et qui sont encore très dures aujourd'hui, quoi. Quand nous, les Occidentaux, on va en vacances au Sénégal, il y a des jeunes qui partent sur des pirogues dans l'autre sens parce qu'ils n'en peuvent plus, quoi. Il n'y a aucun espoir pour eux. Pourtant, le Sénégal, c'était un des fleurons de la France avec la Côte d'Ivoire, un des modèles de la néocolonisation. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens savent que je suis écologiste, mais dans mon combat l'écologiste, la question coloniale est hyper importante. Parce que ce que nous faisons, nous, en Europe, avec la richesse et nos gaspillages d'énergie, on le paye. Ce que nous vivons là actuellement, l'Afrique le paye déjà depuis 50 ans. Oui, et puis finalement notre richesse économique est quand même basée sur... Elle ne tombe pas du ciel. Oui, voilà, elle est basée sur comment dire, le pillage des ressources de l'Afrique. Des matières premières et des ressources humaines. Et oui, parce que... Des hommes. Alors, on a évoqué brièvement l'esclavage, mais quand même... Il faut se rappeler que dans les années 60, on a fait venir les Antillais, les Africains, l'arbre à nu, parce qu'on en avait besoin dans l'entreprise. Je pense que les chefs d'entreprise le disent encore aujourd'hui dans toute l'Europe, à cause de la pyramide des âges. Les chefs d'entreprise ne sont pas d'accord avec le discours du Rassemblement national. Ils veulent de la main-d'œuvre. On l'a vu en Allemagne aussi, sous Merkel. C'est un peu en train de changer là, mais... Non, moi, je remontais plus loin à l'esclavage, qui a quand même été un moyen de piller les ressources humaines de l'Afrique au service du capitalisme colonial, quoi. Je voulais juste je suis tombé sur cette liste des discriminations dont ont fait l'objet les tirailleurs. Tu vas me dire si je me trompe. Donc, ils n'ont pas eu la médaille des évadés, parce que quand on s'évade en allant, apparemment, on a une médaille. Ils n'ont pas eu la prise en compte des grades acquis au sein des FFI, donc au sein de la résistance. Leur sol n'était pas aligné sur celle des Français. Il n'y a pas eu de cérémonie quand ils sont rapatriés. On aurait pu imaginer que... Voilà, on aurait pu faire une petite cérémonie pour service rendu. On arrive à voir ce qui s'est passé à Morlaix pour ceux qui ont laissé leur vie à Morlaix. Oui. Et j'ai vu aussi que lors du procès, justement, suite au massacre de Tiaroy, les juges qui ont siégé sont ceux qui ont procédé au massacre, enfin, quoi, en tout cas qui étaient complices du massacre. Je trouve qu'il y a beaucoup de noms communs, alors que ce soit des cousins ou des ouais, voilà. Mais je trouve ça très étrange que ceux qui commandent les compagnies qui encerclent le camp, il y avait quand même, je crois, 1500 soldats. On est loin, a priori, d'un procès équitable, quoi. Oui, il n'y a pas eu de traducteur apparemment pour tous les mises en cause. Alors, il y a aussi quand même cette espèce on a l'impression d'une espèce de caste, je sais pas comment on peut dire ça, de Saint-Cyr, donc l'école des officiers militaires. Tout ça fait que aussi, peut-être, est-ce que c'est une piste qui pourrait expliquer que tout ça a réussi à être gardé, le couvercle a été maintenu là-dessus ou...
Ou est-ce que c'est pas... Que dire là-dessus? Moi, je ne suis pas un historien des armées, mais ce que je sais, c'est que Mme Magon, qui a étudié toutes les dépositions, elle a montré que bon, apparemment, ces gens avaient reçu un récit et qu'ils ont plus ou moins essayé de le respecter, mais pas toujours très bien. Et certains qui ne l'ont pas tout à fait respecté ont été déclassés. Voilà. Je crois que... Je ne sais plus si c'est le colonel Lebert, je crois, mais je ne suis pas absolument sûr des noms. Hein. Et je sais qu'il y a des... elle a demandé, par exemple, à la CADA, il y a un militaire qui a été condamné, elle a demandé la désoccultation de son... Parce que sur sa condamnation, c'est rayé le motif, quoi. Et ça fait des années qu'elle se bat pour... elle a trouvé un laboratoire qui est capable d'enlever de retrouver les choses, mais on ne l'autorise pas à accéder à l'original. Parce que dans l'original, on saurait pourquoi il a été condamné, alors que ses dépositions n'étaient pas conformes. Quoi, voilà. Et oui, coalition, bah oui, ces gens, ces officiers, ils sortent tous du même endroit, c'est la France coloniale, ils ne peuvent pas se... Si, ils peuvent avoir des états d'âme, mais voilà, ils ne peuvent pas se dédire. On leur a demandé, sous l'emprise du général Damian, de tenir ce discours. Ils ont participé au massacre. Les anciens de la guerre d'Algérie, je pense qu'il y en a beaucoup qui pendant des années n'ont jamais dormi, ont été malades, ont été victimes de troubles post-traumatiques, etc. Je pense qu'il y a certainement des gens qui étaient très mal à l'aise avec ça, puis d'autres qui trouvaient qui étaient complètement alignés avec l'esprit colonial, ça j'en sais rien. En tout cas pour la France, moi ce qui m'a le plus frappé, c'est en 2013, en cassation, quand on a le rapporteur de la Cour de cassation qui reprend nos thèses. Juste pour expliquer pourquoi la cassation, c'est quelle est ta démarche Alors la Cour de cassation, c'est... mon père a été condamné pour rébellion contre l'armée française. Moi, ma demande, c'est juste qu'on arrête ces conneries, qu'on dise qu'il n'a pas pris les armes contre l'armée française, qu'il n'a fait que réclamer ses droits, et que ce procès est à charge. Voilà. Et donc, on revient sur ce procès. Donc, il demande une révision du procès, finalement, c'est ça le terme? Une révision du procès, et qu'on en tire les conséquences. Personnellement, je ne demande aucune réparation financière. Je laisse l'administration française de tirer les conséquences elle-même de ce qu'elle a fait. Puisqu'il a quand même été spolié de ses droits, de son argent, etc. Mais bon, c'est pas un combat financier. C'est un combat un peu comme on entend toutes les victimes de la nation de traumatisme qui disent bon, voilà, on veut que justice soit faite pour pouvoir passer à autre chose. Ça fait 25 ans que je suis sur le truc, qu'on est venu me chercher contre mon désir profond et qu'on me lâche pas, quoi, en fait. C'est qui on? Ben toi, par exemple, ouais. Le dernier de la liste. La semaine prochaine, j'ai des gens qui arrivent de Bruxelles pour une interview pour le musée d'histoire coloniale. Et je pense que tant qu'on n'aura pas mis un point sur le truc, voilà. En ce qui me concerne, c'est vrai que j'aimerais qu'à un moment donné, la justice soit dite. Moi, j'aime la justice de ce pays qui est capable de condamner un président de la République. Ça me redonne un petit peu d'espoir, même si je suis inquiet pour les juges. Et je sais de quelle classe sociale ils font partie. Hein. Je ne suis pas idiot. Hein. Il y a quand même les classes sociales qui existent en France. Tous ces juges sont quand même issus de la grande bourgeoisie. Et il y a des intérêts, des collisions de classes. Mais en tout cas, ils ont fait un travail qui me semble... J'aimerais qu'on fasse le même travail sur cette histoire, qu'on puisse dire aux gens, ben voilà, c'était un montage, Macron a reconnu un massacre, c'était des gens qui s'étaient battus pour la France, dont certains avaient été héroïques, voilà, et qu'on nous foute la paix, quoi. Voilà. Ça me paraît important. Ça me paraît important aussi pour ce qu'on appelle les violences urbaines et des choses qui se passent dans les banlieues, etc. Voilà. Ça me paraît important qu'on rappelle que pendant la guerre d'Algérie, par exemple, il y a eu 100 000 soldats français morts et 1 million d'Algériens morts. Voilà. Que c'était pas voilà. Que c'était ça le fait colonial. Et qu'on dise que c'était des crimes contre l'humanité et qu'on ne va pas recommencer ça. Voilà. Et qu'on en tire les conséquences par rapport à tous les dictateurs qu'on soutient. Parce que la politique coloniale continue pour les mêmes raisons, pour les raisons de ressources, d'accès aux ressources. Donc si ceci était dit, ça pourrait nous permettre d'avancer un petit peu. Il faudrait que la France finalement regarde son passé en face, quoi. Et la France et reconnaisse ses crimes. Dont je fais partie, je rappelle ma particularité, c'est d'être le fils d'un colonisé et
de quelqu'un qui appartient à la nation colonisatrice. Hein. Donc j'ai les deux héritages et je suis partie prenante des deux. Quoi, voilà. Et l'Afrique, c'est le continent qui contient d'énormes ressources, dont a besoin l'Europe, c'est la jeunesse. Je pense que les avenirs des deux continents sont liés. Quoi. Et la paix dans les banlieues, et la paix aussi dans les relations entre les jeunes, soi-disant issus de l'immigration, mais dont les parents sont en France ou sont français depuis très longtemps, et le reste de la population, voilà. On voit bien la violence qu'il y a, qui commence à ressembler à celle qui est aux États-Unis. Je pense que voilà, pouvoir dire les choses, ça fera du bien à tout le monde, au pays et à moi. Je pense que ça pourrait apaiser certaines tensions. Oui, je pense que ça pourrait contribuer à ce qui peut apaiser les choses. Il faut reconnaître ce qui est. Je veux dire, l'Afrique n'est pas forcément exemplaire. Hein. Les élites africaines ne sont pas exemplaires. Elles continuent. On pourrait parler de collaboration entre les élites africaines et la colonisation. Hein. J'ai pas de problème avec ça. Hein. L'esclavage existait en Afrique avant que les éléments arrivent. Hein. Il n'était pas du tout à cette échelle. On ne transportait pas les gens d'un continent à l'autre. Voilà. Mais il a été démultiplié par 100 grâce au fait colonial. Mais c'était une pratique qui existait aussi en Europe. Les Slaves, c'est la même racine qu'esclaves. Il y avait des esclaves européens en Europe. Ce fait de l'esclavage, c'est pas un fait typiquement français, ni comme voilà. Donc il faut qu'on parle de tout ça, qu'on remette les choses dans leur contexte, en sachant que l'esclavage existe toujours en Mauritanie, dans les pays arabes. Voilà. Donc, il y a des choses dont il faut parler. Et si nous, on n'arrive pas à se débarrasser de ça, je ne pense pas que la France continue à encourager l'esclavage. Je pense que non, honnêtement. Donc, voilà qu'on dise ce qui s'est passé et qu'on dise c'est une période qui est terminée et qu'on ne va pas soutenir ça et qu'on soit courageux par rapport à ce qui persiste de cette période-là. En même temps, dès que quelqu'un ou quelque chose se passe pour aller dans cette direction-là, tout de suite, c'est tir de barrage. Moi, j'ai en tête pour moi, quelque chose qui devrait être une anecdote, mais qui n'en est pas une, c'est les propos de Jean-Michel Apathy là, sur RTL, sur la France, qui a fait pire qui a fait plusieurs, je crois que c'est terme exact, c'est plusieurs oradours sur glane en Algérie avec les enfumades, etc. Et là, ça a été levé de bouclier, il a été suspendu, etc. Ouais. Donc en fait, bon, sur le coup, là, on a l'impression qu'Apathy avait dit une monstruosité, tout ça. Très vite, quand même, les historiens sont venus en renfort pour dire, ben oui, c'est vrai ce qu'il a dit. Les massacres post-coloniaux. N'empêche qu'Apathy, aujourd'hui, il est plus sur RTL. Et voilà, et finalement, le couvercle a été remis très rapidement. Parce que faire comme Hollande, dire j'ai eu tort après coup, il y en a beaucoup qui font ça, quoi, hein, qui font une politique quand ils ont le pouvoir, et après qui disent qu'ils ont fait des conneries. Et alors qu'ils le savaient déjà, je veux dire, c'est bien cultivé, voilà. Donc, le fait colonial, le fait tout ça, on ne peut pas l'ignorer. Parce que, voilà. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, et qui est quand même important sur le massacre, c'est qu'on ne connaît pas, enfin, il y a débat sur le nombre de morts. Donc, je crois que la version officielle, c'est 35. Je dis pas de bêtises. Au départ, oui, c'est 34 ou 35. On peut monter jusqu'à 70. 70 avec Hollande en 2014. Et puis il y a la question dont tu as évoqué tout à l'heure sur le débarquement soi-disant de 300 ou 400 tirailleurs à Casablanca, donc qui permet de justifier qu'il y ait un nombre moins élevé à Dakar. Et pour dire, ben voilà, ils étaient, je crois, ils étaient 1600, mais il y en a 400 qui ont débarqué à Casablanca, donc il en reste que 1200. Sauf qu'il y a des gens qui disent, oui, mais peut-être que ces 400 qui ont soi-disant débarqué à Casablanca, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils auraient été faire au Maroc, c'est peut-être pour masquer le fait qu'ils aient été tués lors du massacre. Oui, mais ça n'a pas échappé au nouveau gouvernement sénégalais qui est en place depuis un peu plus d'1 an, presque 2 ans maintenant, et qui demande à la France de l'aide pour aller fouiller à l'endroit où il y a les fosses communes. Ouais. On sait que le cimetière de Tiaroy, où il y a on sait qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien sous les tombes. Dans le cimetière, donc il y a des tombes qui sont alignées, mais qui sont vides, c'est des tombes symboliques finalement. Qu'est-ce que ça veut dire un cimetière vide? S'il y a des tombes, c'est qu'il y a des morts. Où sont les trucs? Et il y a des éléments historiques qui semblent dire qu'il y a eu une fosse commune. Et, moi, j'ai rencontré à Dakar en décembre le fils d'un ancien tirailleur qui lui a raconté que son père lui avait dit c'est un tirailleur qui était au camp Tiaroy. Mais ceux qui étaient
avant le massacre, les gens de Dakar, ils avaient des permissions pour aller dans leur famille. Parce que là, ils étaient en permission, ils rentrent et ils voient le massacre. Donc ils ne rentrent pas. Voilà. Ouais. Et celui-là parlait des fosses communes, quoi, parce qu'ils sont restés aux alentours pour observer. Donc voilà, il ne faut pas grand-chose. Madame Mabon cite un général de l'armée française qui dit, qui fait allusion à des archives, qui serait caché, etc. Je pense que si voilà, le gouvernement sénégalais veut aller plus loin, et il a fait de Tiarong quelque chose de très symbolique. Il sait que c'est très important pour les Sénégalais et pour toute l'Afrique occidentale. Et d'ailleurs, il avait dit à Macron que c'était pas à Macron de faire l'histoire, quoi. Que c'était voilà, que ça devait être un travail, une co-construction des historiens qui s'intéressent au sujet. Et c'est pas à la France à décider seule de la réalité historique. Mmh. Mais je crois qu'il y a des. Le cimetière est sur territoire sénégalais, mais je crois que la gestion est encore française, c'est ça? Il n'y a pas une histoire comme ça? Je ne suis pas sûr de ça. C'est peut-être plus le cas encore. C'est pas quelque chose que j'ai entendu. Ok, d'accord. Mais là, je pourrais pas. Bon, enfin, ça c'est un peu les. Ouais. Mais en tout cas, aujourd'hui, en fait, il n'y a toujours pas de décision de prise pour d'entamer des fouilles. Je t'avouerai que je ne suis pas les trucs tous les jours. Ouais. Je comprends. Ouais. Parce que là, le truc, c'est de me dire, bon, un de ces jours, je vais relancer. J'ai rencontré plein d'associations, d'anciens tirailleurs en novembre. J'aurais proposé d'agir ensemble. Aucune, ils étaient tous là, invités par le gouvernement. Aucune ne m'a rappelé. Alors, on n'est pas 50. Hein. Il y a moi, il y a Maïté, on doit être 2 ou 3 à avoir reçu des récits, il y a des témoins vivants. Les tirailleurs sont tous morts, bien évidemment. Voilà. Alors, moi, je voudrais revenir sur quelque chose, sur ta liste là. La liste de la maltraitance des tirailleurs. Des discriminations. Là, tu parles des tirailleurs de Tiarong, mais il n'y a pas que. Après, il y a eu d'autres tirailleurs, il y a eu d'autres recrutements. Alors, il y a je ne sais plus si c'est des brigades ou des régiments, mais oui, des régiments, je crois. Donc, il y a des numéros, hein, donc il y a des promotions qui s'enchaînent, voilà. Et je crois que ça fait une dizaine d'années, une quinzaine d'années qu'ils ont arrêté, quoi. Quand je suis allé en décembre 2024, j'ai profité de mon voyage à Dakar pour aller rencontrer à Thiès d'autres tirailleurs, ceux qui ont fait les autres campagnes. Donc il y a l'Indochine, il y a Madagascar, j'ai plus en tête toutes les autres campagnes. J'ai rencontré des gens qui ont 90 années, qui sont arrivés avec toutes leurs décorations. Donc les décorations, c'est un A4 sur leur boubou, quoi. C'est des dizaines, dont des croix de guerre, des légions d'honneur, des choses prestigieuses, quoi. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils étaient en colère. Donc 2-3 éléments. Qu'est-ce qu'ils demandent ces gens? Donc ils faisaient allusion notamment à la fameuse cristallisation des pensions, dont tu as entendu parler, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les pensions d'anciens soldats ont été cristallisées à un niveau d'il y a 15 ou 20 ans, et elles ont cessé d'évoluer, alors que les pensions des soldats français étaient indexées. Mais leur vrai truc, c'était pour toucher notre pension. Donc là, on était à Thiès. Thiès, c'est quand même genre 1h30, 2 heures de route. Hein. Les routes sont très mauvaises. Minimum 2 heures de route en 4x4, en voiture climatisée. Je ne dis pas en transport en commun, où les gens sont 60 dans des véhicules de 30 personnes, encore aujourd'hui. Et bien nous, on nous demande, 90 balais, d'aller au consulat de France à Dakar pour se faire photographier avec un journal du jour. Et la photo est envoyée au service qui traite parce qu'il faut qu'on prouve qu'on est encore vivant. Les gars venaient de Thiès, mais il y en a qui viennent du Sénégal oriental, c'est une journée de route. Et ils touchent genre 400 € par trimestre. C'est une somme considérable. Et pour ça, on les fait se déplacer, il faut qu'ils passent en taxi, tout ça. Ils disent on aimerait pouvoir aller à la mairie de notre village avec le maire. Voilà. Si vous avez vraiment besoin qu'on vous prouve qu'on est encore en vie. Des fois que les 400 € seraient détournés, c'est ça. Et moi, dans mes témoignages, j'ai demandé à la France d'être un peu digne et d'accéder à l'ordonnance. Qu'est-ce que ça va coûter à la France de faire ça?
C'est juste pour dire que le fait colonial n'a pas cessé. Voilà ce qu'on inflige à ces tirailleurs. Ces gens ont fait toutes les campagnes coloniales françaises. Ils sont décorés comme peu de militaires français le sont. Ils demandent des cannes, ils demandent un accès aux soins, ils demandent des respirateurs, ils demandent des choses qui encombrent nos déchetteries ici, quoi. Voilà. Dont on change le matériel tous les 3-4 ans, voilà, on ne sait pas quoi faire. Ils ne demandent pas grand-chose, de la dignité, du respect. Voilà où on en est dans la France d'aujourd'hui. Comment on traite les choses. Et ça m'a presque plus touché que ma propre histoire. Juste une autre anecdote, quand je suis allé alors je ne sais plus en quelle année c'était, je crois que c'était en 2015, il y avait un colloque sur les massacres post-coloniaux à Rennes, c'était organisé notamment par l'Université de Louvain et l'Université où travaille Mme Mabon. Et je me suis aperçu que mon massacre, c'était le plus petit massacre post-colonial. J'avais presque honte de le présenter. J'ai rencontré un historien algérien, il m'a raconté ce que les Français ont fait en Algérie. L'enfumage de tribus entières, avec femmes, enfants et chèvres dans des grottes. Oui, c'est à quoi faisait référence à Paty, oui. Et il n'y en a pas eu un, il y en a eu plusieurs. Oui, c'est bien pour ça qu'il... Voilà. Et donc lui, il me faisait comprendre que les tirailleurs sénégalais, il n'avait pas pleuré sur eux. Je me suis remarqué que ce n'était pas les mêmes, ni la même génération, c'était un peu plus tard. Voilà. Mais bon, oui, c'est un fait. Et d'ailleurs, je me demandais si... Est-ce que tu ferais pas... Est-ce que tu as fait un rapprochement entre le sort des tirailleurs et le sort des harkins, qui étaient les supplétifs de l'armée française en Algérie, quoi. C'est des Algériens qui ont combattu aux côtés de l'armée française. Je pourrais faire un rapprochement aussi entre les traités que signent les Américains avec les Indiens. Je veux dire, ces dominants-dominés, on signe des papiers, on fait des collusions, et puis on les traite comme des objets, quoi. C'est un rapport de domination, quoi. Voilà. Donc ces rapports, ces comparaisons, elles sont infinies, quoi. Mais oui, les harkis qui ont choisi la France, etc., moi personnellement, idéologiquement, j'aurais plutôt été pour l'armée de libération. Et ces gens étaient des gens loyaux, ils ont choisi la France, ils ont été traités comme des chiens. Voilà. Et pour moi, ça fait partie du fait colonial, quoi. Et il y a aussi des personnes, des députés, je crois, mais pas que des députés, qui ont demandé une commission d'enquête de l'Assemblée nationale pour faire la lumière sur ce massacre. Je pense que c'est lettre morte parce que... Avec les dissolutions, tout ça n'aide pas, j'imagine. Il t'a pas échappé que depuis qu'ils ont demandé. On a du mal à trouver... voilà. Il y a eu la dissolution. Donc oui, mais en même temps, tu vois, il y a quand même eu une commission sur Betterham, il y a quand même eu une commission sénatoriale sur les aides aux entreprises, donc il y en a quand même. J'ai personnellement interpellé les instances politiques au sein de mon mouvement écologiste. Je fais partie depuis plus de 30 ans. Je ne peux pas dire que je suis harcelé par les personnes que j'ai concernées, quoi. Voilà. Je redonnais de l'info, ils m'ont dit oui, merci beaucoup. Voilà. Personne n'est revenu vers moi. Ce qui revient vers moi, c'est les journalistes, en fait. C'est ceux qui font les médias. Ouais. Donc depuis 25 ans, j'ai des journalistes qui viennent pour faire des papiers. Et tu as essayé de contacter, par exemple, le député d'ici, le sénateur d'ici, par exemple, ou pas du tout ? Non, je sais pas si. Non, ok. Qu'est-ce que j'avais encore comme question ? Oui, je voulais un peu que tu parles du documentaire de ton fils, donc Émilien. Donc lui, il fait un documentaire sur ton père, donc sur son grand-père. Sur son grand-père, ouais. Enfin, sur son là-dessus grand-père et je crois un peu sur moi aussi, comme dépositaire un peu de ce récit, quoi. Ok. Je crois qu'il m'a parlé de mise en abîme, je crois, mais je crois que si tu en sauras plus, il faut que tu parles avec lui. Non, c'était juste savoir. Et donc, c'est un projet un peu long terme. Donc il n'y a pas de date pour l'instant de sortie, ni rien. On est allé on est allé 2 fois ensemble. Toi, 2015 et 2024, toi. Okay. J'ai allé 2 fois à Dakar là-dessus, et on est allé ensemble aux archives. Voilà. Patiemment, il essaie de. Je sais qu'il a eu quelques aides je ne sais pas si le CNC ou comme ça pour développer son projet. Il y a 2 maisons de production, dont une bretonne et une de Marseille, qui l'accompagnent. Bon, c'est assez laborieux, quoi. Voilà. Je crois qu'il travaille sur l'impact de cet événement sur une génération, mais il faudrait mieux que tu voyes avec lui pour savoir quelle est sa vision ou son angle, on va dire.
Je me demandais aussi quel regard tu portes sur la société française. Alors c'est une question un peu large, sur la société française aujourd'hui. Donc tu as parlé finalement du fait colonial qui se poursuit toujours, mais enfin, quand même c'est presque enfoncer des portes ouvertes dire qu'aujourd'hui la société française, enfin, en tout cas les élites politiques et médiatiques au minimum, s'extrême droitisent. Quel regard tu portes là-dessus? Moi, je fais partie des gens d'une génération peut-être qui garde de l'espoir. Donc moi je regarde plutôt ce qui se passe de positif dans mon environnement. Quelles sont les jeunes pousses qui poussent sur le fumier, sur les détructives et sur l'effondrement. Donc je vois des choses positives autour de moi. On a parlé à un moment donné de la grande émission comme phénomène sociologique aux États-Unis et en France. Tous ces jeunes diplômés qui sortent des grandes écoles et qui laissent tomber des sociétés financières pour monter des entreprises et revenir sur leur territoire. Donc, il y en a beaucoup. Ça crée une émulation dans tous nos villages qui est quand même intéressante. Un jour ou l'autre, il y aura des grands remplacements dans les villages par des jeunes venus des villes, quoi, hein, et qui portent autre chose. Oui, on est dans une période difficile. Quand je discute avec des jeunes qui me disent qu'ils n'ont pas d'espoir, c'est vraiment, je me dis comment les convaincre de garder l'espoir, parce que sans espoir, alors ils me rassurent, ils me disent t'inquiète pas, on milite quand même, on fait les manifs et tout, quoi. Mais sans espoir, on en est là. Au-delà de ce qui se passe au niveau, il y a un effondrement politique de valeurs, bon, ces gens qui copient le Trumpisme, c'est d'une obscénité totale, quoi. C'est vraiment un effondrement des valeurs morales de tout être humain, quoi. C'est l'effondrement, évidemment, de l'environnement, de la biodiversité, bon, tu connais tout ça par cœur. Voilà. Et puis alors, par contre, au niveau du moral, quand des jeunes de 30 ans, surdiplômés, me disent qu'ils n'ont pas d'espoir, ça me fait mal, quoi. Voilà. Maintenant, je vais en Afrique, j'y retourne au mois de novembre. J'ai des gens qui vivent, la plupart, dans certains dénouements, en tout cas dans des difficultés de A à Z. On se plaint de nos niveaux d'énergie, mais l'énergie est hyper chère en Afrique, quoi. Les compagnies d'énergie sont tenues par les enfants de la nomenclature, sont très inefficaces, très incompétentes et très chères. Le téléphone est très cher. Et donc rare aussi, j'imagine. Voilà, c'est pour ça que je retourne pour développer des projets de photovoltaïque en lien avec des sociétés françaises, quoi. Parce que je voudrais monter une association pour aider des maraîchers, pour alimenter des pompes solaires. Voilà. Parce que l'énergie, il y a du soleil, mais il faut puiser, il faut chercher de l'eau. Il y a le réchauffement climatique aussi. Voilà. Et en Afrique, les gens ne sont pas désespérés, alors qu'ils ont 1000 raisons d'être. C'est ce que j'ai envie de dire aux Français, quoi. Moi, je ne rencontre pas de l'espoir, du désespoir. Et les gens, même ces gens-là, me donnent la pêche, quoi. Parce que dans la merde où ils sont, ils n'ont pas baissé les bras, quoi. Au Togo, les gens manifestent, ils meurent. Nos amis gouvernants du Togo tirent sur les gens quand ils manifestent. 50 ans de dictature de père en fils, constamment soutenu par la France. Voilà. De gauche et de droite. Merci la gauche. Voilà. Mais les gens ne sont pas désespérés. Donc moi, en fait, voilà ce que j'ai envie de dire, la situation, ouais, elle est grave. On est dans un contexte, je ne vais pas alimenter l'éco-anxiété. Il y a plein de choses négatives, mais en même temps, on fait partie on a des territoires incroyables, il y a des gens incroyables qui se bougent partout, il y a des milliers d'associations, il y a des milliers de gens engagés. Voilà. Il y a quand même plein de choses positives voilà, sur lesquelles il faut s'appuyer, quoi. Et puis on n'est pas loin des municipales. Et moi je dis aux gens qui sont découragés de la politique, j'entends les sondages sur la justice et la politique, faites de la politique, voilà, investissez vos communes, c'est le premier maillon où vous pouvez agir, parce qu'un des problèmes c'est l'impuissance. Face aux problèmes qu'on a, on s'est dit putain, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Donc d'où le désespoir. On peut agir. Dans les communes, il y a encore un peu de pouvoir, il y a encore des choses à faire. Et j'en dis aux gens, rejoignez les équipes qui s'engagent et essayez de changer voilà, essayez d'agir localement et vous verrez que ça a un impact plus global, quoi. Voilà.
Voilà ce que j'ai envie de dire. Et je sais qu'aux dernières élections, il y a pas mal de gens qui sont engagés sur les municipales. Je trouve ça bien. C'est pas des gens qui voulaient faire des carrières politiques. Et j'ai très envie, tous ces gens qui mettent des énergies incroyables à faire des fêtes, des événements dans les villages, voilà, occupez-vous de vos communes et changez-les, quoi. Voilà, vous pouvez travailler sur la transition énergétique, sur l'inclusion des différents genres, des différentes différences. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau communal. On peut travailler avec la jeunesse, voilà. Donc voilà, parce que le regard que je porte sur la société, c'est arrêtons d'être déprimés par ces élites politiques qui sont partis leur sol. Nous, on est sur le sol, mais agissons au niveau de notre sol, voilà, grosso modo. J'ai une dernière question, je ne sais pas si tu aurais un mot sur la Palestine, parce que c'est quand même, on est dans un conflit colonial, et je ne sais pas si tu as envie de dire un mot là-dessus ou pas, comme c'est quand même l'actualité chaude. Je peux dire plusieurs choses. Moi, quand j'étais à l'université de Paris 10, qu'on appelait Nanterre, j'étais dans le comité Palestine. Voilà, c'était les années 70, tu fais le calcul, c'était il y a 50 ans. Ça, c'est la première chose. Pour moi, le Hamas et ses horreurs, c'est la conséquence des politiques qui ont été menées par le gouvernement d'Israël et les pays qui soi-disant soutenaient, quoi. Voilà. On sait même que Al-Qaïda est une production des Américains. Voilà. Donc, alors, ce que je peux dire, moi, c'est que je suis profondément traumatisé par ce qui se passe là. Et là, pour le coup, je me sens profondément impuissant. Et que je respecte ceux qui vont manifester, mais que j'ai un profond doute sur l'importance des manifestations, quoi. Voilà. Alors pour moi, ça rejoint le fait colonial. Je veux dire, il y a des décisions politiques au niveau international qui sont prises depuis 50 ans qui ne sont jamais appliquées. Ça me fait penser à ces chefs d'État africains qu'on envoie à Bruxelles pendant 7 ans et que finalement qu'on juge, ils n'ont rien fait, on les renvoie chez eux, ils sont au pouvoir. Chefs d'État qui ont fait leurs crimes avec la complicité de la France. Voilà. Donc on est dans cette espèce d'hypocrisie générale. Ce qui se passe par rapport à Palestine, c'est une hypocrisie générale, quoi. C'est-à-dire on fait payer aux Palestiniens les crimes de l'Europe, les crimes du génocide que l'Europe a commis. L'antisémitisme, il n'est pas né dans les pays arabes. Il est né dans la France catholique. Et depuis le Moyen-Âge. Voilà. On leur fait payer ça, quoi. Et pour se donner bonne conscience, on soutient un État fasciste. Bon. Que te dire à part moi? Alors là, pour le coup, si à l'endroit où je suis un peu désespéré, c'est vraiment sur le cas de la Palestine. Voilà. Si on devait accueillir des enfants palestiniens, des familles palestiniennes, voilà. Ma maison est grande ouverte, je suis prêt à le faire. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de dire sur la Palestine. Et pour moi, c'est vraiment le comble de l'hypocrisie des sociétés des droits de l'homme, où il y a... c'est pas des hommes là-bas. Mais en Afrique non plus, c'est pas les hommes, hein, parce que la société des droits de l'homme, la République, la démocratie, oui, c'est bon pour nous les Français, mais pas pour les nègres, quoi. Pas pour les Palestiniens. Il y a un ministre israélien qui a qualifié les Palestiniens d'animaux, quoi. Au lendemain du 7 octobre. Oui, jusqu'à où ils pourront aller, quoi. Le fascisme international, voilà. Jusqu'où ils pourront aller, quoi, je sais pas. Voilà mon ressenti. Alors là, je suis pas mal dans l'émotion par rapport à... Voilà. Moi, naturellement, quand j'avais 20 ans, je trouvais normal de soutenir la cause palestinienne. Ce qui veut pas... Voilà. Du fait de ton histoire familiale Je sais que le terrorisme est une impasse. Moi, je suis profondément pacifiste, même si... je pense qu'on devrait organiser la défense civile non violente, s'organiser un peu plus pour se défendre contre les agressions de la Russie qui ne vont pas tarder à nous tomber dessus si on imagine qu'elles ne sont pas déjà arrivées à travers toutes les ingérences. Je pense qu'on devrait vraiment davantage s'appuyer sur le peuple et développer sa résilience et la résilience des territoires que sur l'armée. Parce que l'armée, aujourd'hui, on voit que les armes conventionnelles face à les attaques de la Russie, on ne voit pas très bien à quoi elles servent, quoi. L'arme nucléaire, on ne voit pas très bien à quoi elle sert. Voilà. Et par contre, si nous renforcions notre résilience informatique, alimentaire, énergétique sur nos territoires, on serait plus en capacité
de nous défendre contre ce genre de dictateur, que ce soit la Russie ou d'autres, parce qu'il peut y en avoir d'autres. Je sais pas, je t'ai coupé, tu voulais dire quelque chose? Non, c'était ça. Et puis je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Là, j'ai plus de questions. Ça a été assez long déjà, donc c'est intéressant. Non, j'ai rien à ajouter, si ce n'est que, un peu comme quand j'entends des gens à la radio qui ont perdu des êtres chers et qui créent des associations pour lutter contre la violence routière, ou pour lutter contre les féminicides, ou pour lutter contre des choses que la société pourra encadrer, je pense que c'est ce que nous avons à faire, quoi. Sortir de l'impuissance et regarder là où nous pouvons agir. Et je pense que c'est politiquement, mais aussi psychologiquement important, quoi, de trouver des endroits où on peut agir concrètement, quelque chose qui tire dans l'autre sens. Voilà, il y a des forces qui nous tirent vers la catastrophe, mais on peut tirer dans l'autre sens, quoi. Et développer ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience, qui est souvent un mot maltraité, mais j'y crois beaucoup. Voilà, c'est ce que j'aurais envie de dire pour conclure. Merci Yves de nous avoir reçus chez toi. Et bon courage pour la suite du combat alors.